Bonjour, Vous Bonjour Eric Loz. bonjour. Vous êtes journaliste pour la RTBF ici à Bruxelles et votre médium de prédilection, c'est le podcast. Vous les réalisez notamment pour la première RTBF. Et dans le cadre de la collection Sombre Belgique, vous venez de terminer une série de 7 épisodes sur la spoliation des Juifs en Belgique, où vous explorez donc plusieurs dimensions de ce chapitre assez sombre de l'histoire belge. Alors, tout d'abord, pouvez-vous, nous raconter dans les grandes lignes comment, la spoliation des Juifs a été opérée en Belgique et quelles étaient les conséquences sur la communauté juive belge? Alors, il faut savoir que les Allemands sont arrivés ici en Belgique avec ce fantasme du juif tout-puissant, du juif qui possède beaucoup, du juif euh, qui cherche à dominer le monde et les autres et à faire du commerce et à vraiment exploiter les gens. Donc, qui va viser à, je dirais, prendre le contrôle sur les juifs en Belgique, à les humilier aussi et à tout doucement prendre ce qu'il possède. Parce que l'occupant vit avec ce mythe antisémite qu'il a lui-même créé, à savoir que les Juifs sont tout-puissants, qu'ils sont très riches, qu'ils veulent Mmh. contrôler le monde, etc. Et donc les Allemands arrivent en Belgique avec ça en tête, en disant on va prendre ce qui appartient aux Juifs parce qu'ils ont beaucoup. Or, la communauté juive, les communautés juives ici en Belgique, ne sont pas très nantis. Il y a Mmh mh. 4 à 5 000 juifs qui ont fait souche en Belgique et qui sont là depuis le 19e siècle et qui ont fait des affaires. Mais je dirais 95% de la communauté, des communautés juives sont des gens très modestes. Et donc les Allemands arrivent avec cette volonté, Mmh mh. ah, on va mettre la main sur ce qu'ils possèdent. Or, la plupart des familles juives ou des personnes ne possèdent pas grand-chose. Mais le processus se met en place petit à petit, d'abord avec des ordonnances anti-juives. L'occupant allemand va d'abord chercher à savoir combien il y a de juifs en Mmh. Belgique. Il pousse les juifs à s'inscrire dans des registres. On crée le registre des juifs dans les administrations communales. Donc il faut d'abord savoir combien il y en a. Et puis on va chercher à savoir ce qu'ils ont. Donc on va leur imposer de déclarer ce qu'ils ont dans leur compte en banque. Et puis on va chercher à savoir combien il y a d'entreprises, de Mmh. commerces, et puis leurs habitations, et puis le secteur du diamant, qui est très intéressant pour les Allemands. Diamant taillé, diamant Mmh. brut. Important, le diamant brut pour l'effort de guerre allemand, etc. Et donc tout ça vient progressivement avec des ordonnances, avec une vision de l'occupant de savoir ce qu'il y a et des ordonnances pour de plus en plus paralyser les juifs, les humilier, comme je l'ai dit, mais aussi les contrôler et contrôler ce qu'ils ont pour les empêcher, eux, de continuer à prospérer, donc d'empêcher les juifs de continuer à vivre tout simplement, et aussi prendre ce qu'ils ont pour l'effort de guerre allemand. Donc voilà, tout ça se fait en à peu près 2 ans. Mmh. Octobre 1940 jusque juin 1942, tout ça va venir progressivement et ça va être de plus en plus fort, de plus en plus dur, de plus en plus contraignant pour les Juifs de continuer à vivre. Et à l'été 1942, alors commencent les déportations Mmh. vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc voilà un peu, je dirais, tout le processus mis en place par l'occupant, très peu de temps finalement, après son arrivée, jusqu'en juin 1942, où là, vraiment, arrivent les actions qui vont mener au judéocide en Belgique. Ah donc, vous évoquez un peu, du coup, les différences, avec les politiques raciales qui ont été, également appliquées dans les autres pays occupés d'Europe. Est-ce que vous pensez que justement, le ciblage des juifs sur le côté, économique, donc ce stéréotype de la richesse, de la communauté juive, a influé sur la mémoire collective en Belgique aujourd'hui? Oui, oui, je crois. Je crois qu'il reste ce fond que moi je pense être un fond antisémite, c'est-à-dire qu'il y reste toujours ce fond-là, que les juifs sont des gens riches, qu'ils possèdent beaucoup et que dès lors, c'est pas étonnant qu'ils suscitent d'une certaine manière la convoitise ou qu'en tout cas, c'est pas étonnant qu'on leur en veut finalement parce qu'ils représentent une forme de domination. Ça reste encore aujourd'hui dans certaines couches de la population, je crois, moi je l'ai entendu, il n'y a pas encore tellement longtemps. Je veux dire, voilà, les Juifs sont toujours un danger. C'est ce qu'il y avait dans la tête des nazis. Hein, voilà, je vous l'ai dit précédemment, ces fantasmes antisémites
qui ont été, je dirais, ânonnés par les nazis, mais jusqu'à l'écœurement, quoi. Je veux dire, ils en Mmh, ont mmh fait mh. vraiment une force, je dirais, une ligne de bataille. Et je crois que des choses sont encore restées comme ça maintenant. Alors moi, c'était aussi une de mes motivations, c'est-à-dire que Mmh. je voulais expliquer, parce que la spoliation fait partie du processus d'extermination des Juifs. Hein. Il fallait d'abord les neutraliser pour ensuite les Mmh. envoyer à la mort et au passage prendre tout ce qu'ils avaient et effacer leur histoire, effacer leur identité. C'était ça. La spoliation ne peut pas être examinée en dehors du processus d'extermination. Et donc moi, je voulais mettre l'accent là-dessus Mmh. parce que c'était important d'en parler. On n'en parle pas souvent. Et expliquer qui étaient les Juifs en Belgique avant la guerre, et parce qu'il reste des idées nauséabondes et malsaines encore Mmh. Mmh mh. aujourd'hui, et qui sont complètement fausses. Et donc je pense qu'il faut l'expliquer, il faut le dire, et il faut voir d'où ça vient. Alors, pourquoi avoir choisi, justement le médium du podcast pour raconter cette histoire? Et surtout, pourquoi, maintenant c'est une façon d'effectuer votre devoir de mémoire également? Alors, tout ce qui touche à la question juive, puisqu'on l'appelle comme ça, à tort ou à raison, mais m'a toujours beaucoup touché et Mmh. intéressé. Je ne suis pas juif, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours cherché à comprendre pourquoi une communauté d'hommes a voulu en exterminer une autre et d'une telle manière. C'est quelque chose qui m'a toujours obsédé, vraiment. Mmh, mmh mh. Depuis le jour où j'ai rencontré un rescapé d'Auschwitz, quand j'étais adolescent, il est venu nous voir à l'école, Monsieur Reindorf, René Reindorf. Et c'est la première fois que j'ai été vraiment confronté à la parole d'un rescapé d'Auschwitz. Et la première chose qu'il a faite, c'est remonter la manche de sa Mmh, chemise mmh pour nous mh. montrer son numéro. Je n'oublierai jamais ça parce que tout de suite, ça m'a mis en contact, si vous voulez, avec cette horrible Mmh, mmh, réalité qu'il a mmh. vécue. Ce n'était pas seulement une histoire, c'était un survivant qui, avec ce numéro, nous montre à quel point on peut aller, jusqu'où on peut aller dans l'infamie, voyez-vous. Et Mmh, donc, mmh mh. depuis lors, j'ai toujours voulu chercher à comprendre, et aussi à expliquer et à donner la parole à ceux qui en étaient victimes. Voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Et comme je suis à la radio, maintenant que j'ai cette chance de pouvoir proposer des sujets et que on est dans une période de commémoration, Mmh, voyez-vous, mmh puisque mh. nous sommes 80 80 ans ans, ouais. après la libération, et puis on va arriver ici dans la période de libération des camps d'extermination, etc. Et donc je trouvais que c'était le moment choisi. Il fallait justement pour des nouvelles générations aussi, Mmh, parce mmh que mh. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'oublient. Voilà, il y a aussi un devoir de mémoire qui doit être toujours présent sur ces questions-là, parce que, euh, je veux dire, voilà, enfin, ce n'est pas à vous que je dois le dire, il y a des résurgences, il y a des choses qui Mmh. remontent et qui me font très peur. Et donc, je crois que c'est important de transmettre et d'expliquer, et surtout parce que j'ai la chance de travailler dans un média où il y a beaucoup d'archives, et la radio Mmh. permet ça, Mmh mh. c'est-à-dire permet de revenir avec les archives de la radio. C'est pour ça que le podcast est quelque chose d'intéressant, parce que nous avons beaucoup d'archives à la RTBF, et on a donné la parole à beaucoup de gens qui avaient Mmh mh. subi voilà, cette horreur. Et donc, je trouvais important d'aller rechercher cette parole et de faire parler ceux à qui c'est arrivé, ceux à Mmh. qui en ont échappé, Mmh. ceux qui en ont échappé, bien entendu, mais ceux aussi qui en ont été victimes et qui ont souffert dans leur chair. Et puis retrouver aussi, j'ai pu avoir la chance de retrouver des personnes dont la famille a été directement impactée par cela, Mmh. Mmh. et notamment Monsieur Kenixman, Richard Kenixman, qui m'en a longuement parlé, qui m'a expliqué ce qui est arrivé à sa famille. Et voilà, et je trouvais que c'était un bon moment pour essayer de reparler ou de parler de ce sujet qui, pour moi, est fondamental. Ça ajoute finalement un côté un peu intimiste à cette histoire et ça permet, finalement une meilleure incarnation en Bien fait, sûr, des personnages. évidemment, ce n'est pas qu'une histoire. C'est comme quand moi j'ai rencontré ce monsieur qui était rescapé, j'avais 15 ans. Évidemment, c'est beaucoup mieux d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous Mmh. raconte ce qu'il a vécu qu'un professeur qui, lui, va vous le Mmh mh. raconter à sa manière, Mmh sans mh. doute très bien. Mais avoir quelqu'un qui l'a vécu dans sa chair, évidemment, où vous entendez effectivement la parole de quelqu'un, c'est comme vous dites, c'est une incarnation. Et ça a beaucoup plus de force.
Mmh. voilà, que quelqu'un qui le raconte de manière plus neutre. Ma dernière question, Eric Loz, vous qui avez donc travaillé sur, cette question pour la production de ce podcast, est-ce que vous pensez que la Belgique fait suffisamment aujourd'hui pour honorer ce devoir de mémoire, finalement? Alors, elle ne l'a pas fait très longtemps. Ça, c'est quelque chose que je voulais mettre aussi en évidence dans ce podcast, c'est-à-dire que la Belgique a ignoré les Juifs avant la guerre, pendant la guerre Mmh, et mmh. après la guerre. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que la Belgique a commencé, et parce qu'il y a une pression de la communauté juive, mais aussi de différents pays, ce n'est qu'à ce moment-là, dans les années 90, que la Belgique a commencé à, je dirais pas s'intéresser, mais à faire son devoir, c'est-à-dire à enfin reconnaître la souffrance des Juifs, parce que cette souffrance avait été purement et simplement ignorée, que ce Mmh, soit, mmh, mmh. je dirais, de manière, que ce soit les hommages ou que ce soit de manière financière, de manière à réparer, la Belgique n'avait rien fait. Et donc, il a fallu attendre ce moment-là pour qu'il y ait une commission qui examine effectivement les dégâts et les torts commis, réparer pour Mmh. autant que ce soit possible. Ça fait partie de Restituer. restituer, ça fait partie du processus du pardon aussi. Réparer pour autant que ce soit Mmh. possible. Et puis s'excuser, ce que les autorités ont fait. Ça n'a pas été simple, hein, mais je pense que les autorités ont pris conscience euh, de la négligence et parfois même du mépris. Voilà. Mmh, mmh. Et, et aussi à tenter de montrer, je pense, aux Juifs de Belgique que, voilà, que la Belgique reconnaissait enfin ses Mmh. torts et a reconnu une forme de collaboration indigne, je cite, avec Mmh. l'occupant. Alors maintenant, est-ce que la Belgique en fait assez actuellement? Ben, je dirais, je prendrais l'exemple de la caserne d'Ossé à Malines, Mmh, mmh mh. euh, où je me suis rendu notamment pour réaliser ce travail. Et je dois dire que ça m'a quand même beaucoup remué, beaucoup bouleversé. Le mémorial est vraiment, est vraiment très bien. Le musée en face est très, très complet et très bien Mmh. fait. En plus, maintenant, ils enregistrent les noms de toutes les personnes qui ont été déportées, qui ont été assassinées à Auschwitz. Vous pouvez enregistrer un nom, et ces noms vont résonner de manière permanente Mmh. Mmh dans mh. le mémorial. Donc je trouve que là, il y a des choses quand même qui se font. Le musée, la scénographie est très bien. J'ai eu le plaisir de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes. Alors certes, ils viennent avec leur école, mais je les ai vus vraiment chercher, ils devaient faire des travaux de recherche dans les expositions et je les trouvais assez impliqués, assez intéressés. Donc je me dis, voilà, oui, on peut toujours faire mieux, mais j'ai trouvé que, en tout cas là, à Malines, le devoir de mémoire était particulièrement je dirais, accompli. Et il y a des choses vraiment terriblement touchantes, terriblement Mmh. dures à voir, mais je pense que c'est important de les montrer. Et donc, voilà, j'espère que tout ça continuera en tout cas. Eh bien, Eric Loz, je vous remercie. Je rappelle, que vous êtes, journaliste à la RTBF et que vous venez de réaliser une série de 7 épisodes pour, la collection Sombre Belgique en podcast sur la spoliation donc des Juifs en Belgique qui est donc accessible aujourd'hui sur, la Première, Ovio. Ovio et toutes les autres plateformes, si vous le souhaitez. Eh bien, merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup à vous.